Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette nouvelle critique x5. Et je pense que vous avez tous remarqué, hein, c'est quand même mieux. Bon, par contre, je pense que ça va être un peu galère de reprendre les vidéos collection étant donné que j'ai déjà tout changé. C'est même plus par ordre alphabétique, c'est même plus par ordre machin, c'est par genre en fait. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vais pas tout reprendre jusqu'au début, mais je sais pas si je vais prendre ma caméra, faire comme ça ou vous les présenter. Il n'y a pas tout, et la bibliothèque qu'il y avait dans les anciennes collections est sur le côté là. Donc je sais pas. Bon, je vais trouver, je vais essayer pour sortir la vidéo collection des 600 abonnés, parce qu'on est maintenant 600. Bref, pas le temps de tergiverser, on a 5 films à critiquer. On a The Room, Monos, Pinocchio, La Traque et Wendy, parce qu'il faut que je rattrape un peu mon retard sur les critiques, parce qu'on est quand même bien en retard. Également, je ne vais pas dire les réalisateurs, je ne vais essayer de dire les acteurs, mais c'est de mémoire. Étant donné que je suis dans un nouveau décor et que je n'ai pas encore l'interactivité de pouvoir regarder les informations, et que c'est des films que j'ai vus entre un mois et hier, c'est un peu compliqué d'avoir tout en tête. Donc ça va être des critiques assez rapides, je vais pas revenir point par point sur certaines scènes, je vais être assez vaste, étant donné en plus qu'il y a des films qui risquent de se retrouver dans un top de fin d'année, que ce soit le flop ou le top. Enfin bref, commençons. The Room est un film d'horreur qui a fait un peu parler de lui à Gérard May cette année, avec Olga Kurylenko dans un des deux rôles principaux, qui raconte l'histoire d'un couple qui emménage dans une nouvelle maison. Dans cette nouvelle maison, il y a une pièce un peu chelou, et sauf qu'en fait, cette pièce un peu chelou va un peu leur faciliter la vie au début, parce que c'est une pièce qui, quand tu veux quelque chose, elle te le donne. C'est-à-dire que si tu veux 100 millions d'euros demain, bah tu auras 100 millions d'euros demain dans cette pièce-là. Sauf que ces trucs que tu veux ne peuvent pas sortir de ta maison, et dans un élan de folie, la femme va vouloir un bébé, parce que son mari est stérile, il me semble. Enfin, elle va demander un bébé, elle aura son bébé, elle va devoir l'élever, sauf que le bébé n'est pas un enfant comme les autres. Pitch très intéressant pour un film d'horreur qui rentre dans le quota des films d'horreur vraiment oubliables. Dit comme ça donne pas envie, c'est pas un film qu'il faut voir, c'est pas un film important. Je trouve qu'il y a 30 premières minutes dans le film qui sont vraiment intéressantes, où on a même un long clip show, flashback, enfin un temps qui est tiré avec beaucoup de scènes où on va voir le couple profiter de faire ce qu'ils veulent dans cette maison. Et c'est, je pense, la partie la plus intéressante, avec le moment où ils découvrent un peu la pièce, etc. Parce que dès qu'il y a le bébé qui vient, je trouve que le scénario commence à s'étirer beaucoup trop. On rentre dans un schéma qui est plutôt chiant, et le principe du bébé démoniaque et qui fait un peu ce qu'il veut et qui n'est pas normal, on n'est pas sur de la grosse originalité, là où le fait que la pièce pouvait faire un peu ce qu'on voulait, c'est légèrement original, surtout dans le domaine du film d'horreur. Parce que la première chose qu'on voit, c'est un réalisateur ou un scénariste qui a voulu faire un film qui fait réfléchir, sauf que c'est très mal exécuté, c'est vraiment là pour essayer de mettre un message social, bien que très très vulgaire, mais surtout pour instaurer une tension, faire peur et essayer de trouver l'élément démoniaque, l'élément qui va faire ressentir de la peur au spectateur. Olga Kurylenko joue toujours très très bien dans ce film. Son mari, l'acteur qui joue le mari, est également plutôt pas mal. Après, on a une réalisation qui est beaucoup trop classique pour ce genre de film d'horreur. C'est quelque chose qu'on a déjà vu 50 000 fois. Mais je répète, il y a 30 premières minutes dans le film qui valent le coup, qui sont plutôt intéressantes, même si après ça commence à beaucoup trop s'étirer. Mais le postulat de base et ce que le film nous proposait dans sa première demi-heure pouvait, et malheureusement ne l'est pas, être intéressant. Voilà, c'était ma critique de The Room. Passons directement à Monos. Monos est un film brésilien, il me semble, qui raconte l'histoire d'un camp militaire pour enfants. Voilà, je vais pas essayer de rentrer plus dans le scénario, parce que c'est un film qui, je l'ai vu, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, je l'ai loupé au cinéma, parce que le jour où je voulais le voir au cinéma, le confinement a été annoncé et les cinémas étaient fermés. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma. Je l'ai rattrapé chez moi parce qu'il est disponible en VOD depuis quelques semaines. C'est un film qui au visionnage m'a foutu
belle claque, que ce soit au niveau du texte, au niveau de ce que le film veut raconter, mais surtout au niveau des visuels, parce que la photographie de ce film, je pense qu'elle fait partie des 3 meilleures photographies que j'ai vues cette année, avec 1917 dedans, et un autre film qu'on va parler plus tard. Monos, c'est un film qui frappe au visionnage, mais que j'ai oublié dans les jours qui suivent. Je l'ai vu le film il y a 2 semaines, je m'en suis rappelé les 2-3 jours qui ont précédé mon visionnage, mais finalement maintenant quand j'y pense, bah ça m'est sorti de la tête. Pourquoi me direz-vous? Je pense que c'est parce que là où le film te présente une belle photographie, te présente un bon scénario et un bon message et quelques scènes plutôt choquantes, etc. En fait, ce qui ressort le plus de Monos, bah, c'est ça, c'est la photographie et le message qui a envie de raconter, parce que finalement, bah, les personnages ne marquent pas, sauf le sergent militaire qui est un peu nain, qui est un nain bien musclé, c'est le seul qui m'a marqué parce que le physique est atypique, mais en termes de personnalité, de charisme, et d'autres choses, il n'y a rien qui puisse marquer plus que la photographie et le sous-texte, qui est une histoire vraie et non pas une fiction, mais finalement, que ce soit les actions des personnages, même les scènes choquantes, ils vont te rester quelques images, mais pas toute la scène entièrement. Il n'y a pas de moment fondamental de gloire, de certaines scènes qui vont sortir du film, mais ce qu'on va retenir, c'est plus certaines images ou une ambiance, un sous-texte plutôt particulier. Mais c'est un film que je vous recommande parce que je vous parle juste de mon avis personnel et je pense que ça peut en plaire à beaucoup, mais même diviser, je pense, parce que le sous-texte est assez difficile à digérer, surtout post-visionnage. C'est un film que je vous recommande parce qu'il est fondamentalement bon. Ça dépend quel genre de cinéma vous aimez regarder. Moi qui aime voir des films de genre plutôt social avec des sous-textes plutôt intéressants qui touchent un peu à tout et surtout des histoires un peu bizarre et psychologiquement dur, et bah c'est pas non plus l'œuvre psychologiquement dure et réelle que j'ai pu voir, et c'est une des œuvres récemment qui m'a le moins marqué, bien que fondamentalement très bonne. C'est également à voir parce que vous allez voir des images plutôt magnifiques, des images qui même dans l'horreur qu'elles montrent sont esthétisées et arrivent à mieux passer aux yeux des spectateurs, et je pense que c'est ça aussi qui pêche aussi au film, c'est que même les scènes choquantes sont esthétiquement belles, donc on trouve refuge autre part si on n'a pas envie de regarder la scène avec intérêt, mais c'est un film que je vous recommande. N'oubliez pas ça, allez voir Monos, c'est plutôt cool, mais personnellement je suis passé à côté les semaines qui l'ont suivi. Alors là ça va faire mal, parce que c'est une œuvre qui a beaucoup divisé, Pinocchio de Matteo Garrone, avec Roberto Benigni dans le rôle du vieux Geppetto. Pinocchio, c'est une œuvre qui a beaucoup divisé, d'abord prévue pour la salle, et qui ensuite reporté sur Amazon Prime, m'a permis de regarder Pinocchio légalement et tranquillement sur ma télé. Et quelle fut ma déception pour un film que j'attendais plutôt pas mal, ça faisait plusieurs semaines que j'en faisais la com, en travaillant au cinéma j'en faisais la com, etc. Et c'était un film qui pouvait plutôt me tenter parce que un Pinocchio plutôt adulte, dans un univers assez dark, digne de Matteo Garrone, que j'ai vu plusieurs images mais j'ai jamais vu un seul de ses films. Ça m'a peut-être jamais intéressé, mais j'ai vu que certaines images travaillaient parce que quand on suit, c'est des films qui sont plutôt à Cannes, etc. Donc les bandes annonces ou même les images de tournage sont partagées plutôt rapidement sur les réseaux sociaux. Et c'est un mec qui a une image plutôt dark, plutôt crasseuse. Et je me suis dit, dans l'univers de Pinocchio, un film pour enfants, avec un côté plutôt adulte et qui se rapproche pas de l'original de Disney, ça pourrait être plutôt intéressant. Et c'est un enchaînement de petites scénettes, tous aussi connes dans le sens où c'est pas les scénettes qui sont connes, c'est juste les personnages. Les personnages sont presque tous détestables. Je déteste la caricature de l'enfant naïf qui croit en tout. Certes, c'est quelque chose de plutôt crédible chez certaines personnes, mais c'est un personnage qui, pour les adultes comme pour les enfants, paraît difficile de s'identifier. Et donc du coup, pendant tout le film, on s'identifie pas au personnage de Pinocchio. Même Geppetto, qui est censé être un vieux plutôt mature qui a presque tout vécu, parce que j'avais tué la guerre. Enfin bref, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est t'as vécu ta vie, donc tu as plein de culture en toi et tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, normalement. Et même lui fait des conneries abyssales.
Les deux seuls personnages que je trouve pas cons, parce que c'est dans leur nature, c'est d'arnaquer les gens et donc du coup de pas se faire berner eux-mêmes, mais de berner les autres, c'est Chat et Renard qui sont pas bien écrits, mais juste les personnages les moins cons de l'histoire, parce que tous les autres sont cons. On essaye de mettre des fois des scènes dramatiques, genre le jugement de Pinocchio qui arrive un peu après le milieu du film, qui est une scène qui commence à être dure, bien crasseuse, mais qui finit en un gag, genre tu peux mentir. D'ailleurs, en parlant du mensonge, un Pinocchio, des fois, il y a son nez qui s'allonge, et des fois, même quand il ment, son nez s'allonge pas. Donc je sais pas si c'est une incohérence scénaristique, ou si ça a été expliqué, j'ai peut-être pas été attentif, mais dans tous les cas, voilà, c'est le principe même de Pinocchio, c'est comme ça qu'on le connaît, c'est le mec qui ment. Donc Jiminy Cricket est horrible. C'est abominable, c'est un méchant, enfin c'est un monstre de film d'horreur ce truc. Même la Dame Escargot, c'est un traumatisme. Je pense que tous les gens qui ont amené un enfant voir Pinocchio ont beaucoup de courage, parce que je pense qu'ils vont partir avec plus d'une semaine de cauchemar et de papa je peux dormir avec toi, parce que ça c'est traumatisant. J'aurais regardé ça personnellement à 9-10 ans, j'aurais été traumatisé par le film. Mais voilà, la photographie est fondamentalement bonne, il y a des belles images, il y a des belles compositions, mais à côté, mis à part ça, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant dans le Pinocchio de Matteo Garrone. On voit qu'il y avait des belles intentions, mais déjà je sais même pas vers quel public se dirige le film, si c'est pour les adultes, les enfants, parce que on a un univers pour adultes, avec un scénario et des personnages très enfantins et très cons. Donc je sais pas comment ça peut trouver son public, comment on peut emmener un enfant voir ça, comment on peut emmener un adulte voir ça, et en plus c'est plutôt chiant. C'est un enchaînement de scénettes, comme c'est un enchaînement de Pinocchio part à l'aventure. Ça aurait été une série de, on va dire, 5-10 épisodes de 20 minutes. Même là, je pense pas que j'aurais eu un intérêt, mais au moins ça aurait été beaucoup plus cohérent. On n'a pas cette sensation de voir un film en fait, mais plus un enchaînement de sketchs ou de scénettes de Pinocchio va chez le coiffeur, Pinocchio rencontre Naresha, Pinocchio chez la fée qui sert à rien d'ailleurs, qui n'a aucun impact sur l'histoire, mais qui est juste là pour essayer de donner des leçons de morale à Pinocchio qui ne va même pas prendre en compte parce que c'est un enfant un peu con. Tu lui donnes un conseil, il te le fout dans le cul, mais bref. Pinocchio, c'était pas intéressant, et je vous le recommande pas du tout. C'est vraiment 2 heures de pure horreur, et pour se faire chier quoi. On se fait vraiment chier. Maintenant passons et parlons de 2 très bons films que j'ai pu voir de 2020, qui sont sortis en ce début d'année. La Traque, de réalisateurs sud-coréens au nom imprononçable, parce qu'on est en Occident, qui est sorti et qui est une exclue en Europe Netflix. C'est l'histoire d'un groupe de potes qui préparent et vont faire un casse dans un casino illégal, et qui vont après avoir affaire au patron de ce casino, qui est une sorte de Terminator humain, et qui vont essayer de s'en sortir. Scénario en demi-teinte et en 2 actes finalement quand on y pense, parce qu'il y a 2 parties, et c'est un film de 2 heures, et il y a 2 parties de 1 heure, dont une qui dure un peu plus longtemps, mais c'est vraiment 2h15, etc. Première partie, c'est le casse dans le casino, et la deuxième partie, c'est la traque du... je sais pas si c'est un chasseur de primes ou si c'est le patron du casino, je sais pas, mais en tout cas c'est un mafieux hyper réputé et hyper violent, qui va se mettre à leur traque pour se venger de ce casse. J'ai vu que c'était un film qui divisait pas mal, parce qu'il y avait justement cette deuxième partie où c'est un peu un revenge movie et une course-poursuite un peu plus intelligente quand même, mais très années 80 et très Terminator. Personnellement ça m'a pas du tout dérangé. Il y a toute cette maestria du cinéma sud-coréen qui arrive à être très subtil à certains moments, et aussi à rajouter un sacré background à ces personnages. Tous les personnages sont très très bien écrits, ont tous une histoire et tous quelque chose à raconter, et ça c'est vraiment un point que les sud-coréens arrivent vraiment à mettre en valeur. La première partie c'est le casse, et finalement quand on se rend compte que l'histoire n'est pas juste le casse, ça rajoute un intérêt en plus au film, là où on aurait pu avoir un casse d'1h30 et finalement se faire chier pendant une petite partie. Voilà, ça arrive à rebondir et à trouver quelque chose d'autre à raconter. Le casse est fantastique, toute la première heure est vraiment fantastique, et la deuxième heure est entre le drame intelligent et la grosse poilade. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que le drame
est intéressant parce qu'on s'est attaché pendant 1 heure à ces personnages, ces potes qui finalement ont que cet argent du casino pour avoir un espoir, mais également la grosse poilade parce que on a une sorte de Terminator moderne sud-coréen qui n'est pas un robot, mais qui est un humain, comme le personnage dans Halloween, Michael Myers, qui est invincible et qui va se mettre toujours à marcher avec d'une lenteur, mais sauf qu'il sait toujours qu'il va arriver à les choper et qu'il va arriver à les retrouver, donc même si eux ils courent et lui il marche, il s'en fout. Et c'est un aspect très années 80, mais qui dans ce cinéma coréen, qui dans cette réalisation, qui dans cette narration fonctionne terriblement bien. Aussi, graphiquement le film est parfait, ça joue sur les couleurs à chaque scène, mais sauf que les couleurs ont tous un sens. Ce grain à l'image également, parce que je pense que c'est tourné en pellicule, est fantastique. On est digne. On est là dans un film digne d'une photographie de Roger Deakins. On a des plans d'une composition absolument incroyable. Et le scénario tourne comme pas possible. C'est un des films coréens dernièrement que j'ai vu qui m'a le plus frappé à l'œil et qui m'a le plus diverti, parce que c'est du pur cinéma de divertissement dramatique coréen, avec toute la maestria de ce qu'ils savent faire, que ce soit en réalisation ou en écriture, avec des acteurs, notamment il y a l'acteur de Parasite et de tous les films de Bong Joon-ho qui est également à l'intérieur, qui n'est pas le rôle principal mais qui s'en sort très très bien, et ça montre que Parasite a été pour lui un tremplin, tout comme Bong Joon-ho et son utilisation a été un tremplin pour sa carrière, et je suis très content. C'est dispo sur Netflix, n'hésitez pas à aller regarder, c'est 2h15 de pur plaisir coréen, et voilà, allez voir la track, c'est très très bien, et ça risque peut-être de trouver sa place dans mon top de fin d'année, je pense. Après, l'année n'est toujours pas finie, mais il risque d'être dans les dernières places assez facilement. Et pour finir, mon gros coup de cœur de 2020 avec La Dernière Vie de Simon, parce qu'on ne l'oublie pas, et qui se chamaille la première place avec La Dernière Vie de Simon, parce que je n'arrive pas à faire un choix sur quel est le meilleur film entre les deux pendant ce temps, c'est Wendy. Wendy qui est une relecture moderne du mythe de Peter Pan, enfin moderne. Ça se passe pas dans le monde d'aujourd'hui, ça se passe il y a quelques années, mais une relecture moderne avec la constitution modèle, la loi moderne et l'aspect familial moderne, qui m'a absolument bouleversé. J'ai pas grand chose à dire, j'ai juste envie de vous recommander de voir Wendy, sans vous en dire trop. Mais c'est juste des enfants qui ont envie de s'écarter de leurs parents parce qu'ils sont promis à un futur qui ne leur convient pas. C'est-à-dire que la mère dirige un restaurant ou est femme de ménage, etc. Et dira à sa fille, toi plus tard tu seras comme moi, tu finiras par faire le ménage dans le restaurant, sauf que la fille n'a pas cet avenir là dans sa tête et veut devenir autre chose, du coup ne veut pas grandir pour éviter cet avenir là, du coup elle va prendre le premier train, elle va trouver un bateau avec ses potes, ils vont partir sur une île déserte, et là on va avoir la relecture de Peter Pan sans avoir une once de fantastique incohérent dedans. C'est vraiment eux qui vont se refaire une histoire, et ça va devenir au fur et à mesure l'histoire de Peter Pan dans une relecture moderne avec quelque chose de fondamentalement très très bien écrit. On a une réalisation qui peut déranger parce que c'est une réalisation qui va se concentrer beaucoup sur les gros plans, etc. avec une caméra très movible, etc. C'est une réalisation que je trouve hyper intelligente et totalement différente de ce qu'on aurait pu voir pour une adaptation de Peter Pan. C'est plus une adapté d'un roman, mais c'est ça quand même. C'est fantastique. Je vais même pas en faire une critique. Allez regarder Wendy. C'est dispo sur Apple TV, mais vous pouvez le trouver facilement en cherchant quelque part sur le net. De toute façon, on l'aurait jamais eu au cinéma en France, et je pense qu'il ne sortira jamais sur une plateforme de VOD en France. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais trouvez-le, c'est fantastique. Et rien que si vous n'êtes pas intéressé par le pitch, rien que pour la BO, allez voir ça. N'hésitez pas aussi à taper un Wendy soundtrack sur YouTube, vous allez écouter les musiques. J'ai pas entendu des musiques aussi belles, évocatrices et aventuresques que depuis très longtemps, depuis les bonnes BO de John Williams. Voilà, c'est un film à Spielberg, dramatique, cruel et fantastique,
qui arrivera à vous émouvoir, à vous faire retomber en enfance tout en gardant votre esprit adulte. C'est pas un film à montrer à des enfants, c'est un film pour les adultes qui ont envie de retourner à l'enfance, mais sans être pris pour un con, gardant cet esprit de on est ce qu'on est aujourd'hui et on ne changera rien. Voilà, Wendy, c'est un de mes coups de cœur de cette année, si ce n'est mon coup de cœur de cette année avec La dernière vie de Simon, et c'est à voir absolument de n'importe quelle manière, mais voyez-le, je pense que ça risque d'avoir sa place dans peut-être l'un de vos tops de fin d'année, tant c'est un film que je trouve presque parfait. Voilà. C'était Louane dans ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que ça va rendre quelque chose de plus professionnel, même si là j'ai un nouveau setup, hein. Là j'ai mon micro qui est devant sur un trépied, j'ai jamais fait ça, mais je l'ai fait quand même. L'espace de commentaires est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé des 5 films ou d'un des 5 films dans les commentaires, ce que vous avez vu, qu'on en débatte, qu'on en discute. Voilà, le bouton s'abonner, j'ai pas tendance à le dire beaucoup, mais le bouton s'abonner est là, n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je ferai des critiques beaucoup plus construites la prochaine fois quand je parlerai des films quelques heures ou quelques jours après visionnage, mais pas quelques semaines. Bon déconfinement, prenez soin de vous, faites attention surtout, des bisous, ciao.